Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui reçoit pour vous aujourd'hui Philippe Ouédraogo, secrétaire chargé du suivi de la plateforme de lutte du Front patriotique. Bonjour Monsieur Ouédraogo et merci d'honorer notre convocation. Merci Monsieur le Président. Avec moi pour animer cette audience, le juge Geoffroy Vaha. Bonjour. Bonjour Président Omondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et à nouveau bienvenue sur Radio Watt FM, sur la télévision True TV ainsi que sur nos plateformes numériques pour cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui démarre avec la séquence avant-propos que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et nous écoutons donc le juge Geoffroy Vaha. Oui, merci Président. On avait les yeux tous rivés sur le Sénégal hier parce qu'il y avait des heures assez chaudes après le verdict qui est tombé dans l'affaire Ousmane Sonko du nom du leader du PASTEF, entendez Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Il est condamné à 2 ans. Il était accusé de viol. Apparemment, mais pas apparemment, le chef d'accusation viol, en tout cas, n'a pas pu être retenu, prouvé. En définitive, c'est pour corruption de la jeunesse qu'il est condamné à 2 ans ferme. Et on sait l'impact que cela a. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas en tout cas caché son envie de briguer le poste présidentiel. Maintenant, ça met en parenthèse cette ambition-là. Et du coup, ça fait aussi sortir beaucoup de ses soutiens qui pensent qu'il y a une affaire judiciaire, il y a une justice qui est instrumentalisée pour faire barrière aux ambitions de celui qu'ils veulent porter à la place de Macky Sall ou à sa suite. Et donc, hier, on a vu qu'il y avait des points chauds, notamment au niveau des universités. On a vu beaucoup d'images aussi de biens publics saccagés. Mais il faut dire que ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis le début de l'affaire en 2021. Et quand on regarde, Sonko a un véritable capital sympathie. Et ce qui ne dérange pas Macky Sall aussi, c'est que, voilà, il a fait ses 2 mandats. Donc là, il est un peu coincé. Il dira ce qu'il veut. La loi n'est pas rétroactive. Ça, c'est des choses que le commun des populations là n'entendent pas. Ils connaissent 1 + 1 = 2. Comme disait ici, j'oublie l'artiste sénégalais qu'on avait reçu, le rappeur Awadi, il disait, si le premier mandat dont il parle ne compte pas, alors qu'ils nous remettent les impôts qu'on a payés sous ce premier mandat-là, toutes les peines que certains ont encourues sous ce premier mandat-là, que cela leur soit ramené et que même Dieu leur mette une bonus sur leur vie. C'est-à-dire on peut pas gommer les choses comme ça juste parce qu'il y a des textes. C'est vrai qu'il y a la lecture, il y a la lecture de ce qui nous encadre tous, ce qui nous régit tous, mais il y a la vie, parce qu'elle encadre une vie. Il y a la perception que les gens ont de ces réalités-là. Et il y a une bonne frange de la jeunesse africaine aujourd'hui qui ne veut pas d'éternelle présence à la tête de certains États. Ils se disent, vous avez fait ce que vous pouviez, parce que Macky Sall, il a fait aussi ce qu'il pouvait pour le Sénégal. Il y a beaucoup de voyants qui sont ouverts. Il a beaucoup de résultats qui parlent pour lui. C'est pas qu'il n'est pas bon. On dit c'est bon. C'est ça en fait le message que le Sénégal est en train de lui donner. Mais on espère que ça ne va pas flancher, parce qu'il y a certains, quand ils voient ça, ils disent voilà, on vous a dit que les politiques là, quand ils sont à la tête d'un pays, voilà où ils l'emmènent et tout. Et ils pensent que peut-être l'armée va rentrer dans la danse. En tout cas, le Sénégal ne nous a pas habitués à ça. Donc on espère qu'ils vont rester dans cette réalité-là. On l'a vu sous Wade, ils ont réglé les choses autrement, et on espère qu'avec ce qui est en train de se passer, Macky Sall pourra peut-être garder raison, et aussi que même si, parce qu'on a un processus sénégalais qui, en matière de consultation dans les urnes, est très pointu, ça il faut le dire, c'est un peu plus difficile là-bas de tricher, parce qu'il y a vraiment une veille qui est très forte, et que même si, concernant Macky Sall, il y ait cette ambition de continuer, qu'il force la main, que la leçon lui soit donnée comme la leçon a été déjà donnée à quelqu'un, à d'autres présidents sénégalais par le passé. C'est ce qui reste à souhaiter, pas que l'armée entre dans la danse. On a vu l'exemple du Nigeria avec cette passation de pouvoir. Pour moi, j'ai dit c'est des grandes leçons. C'est comme ça que les peuples se bâtissent.
Merci à juge Geoffroy Vara pour ce dialogue intérieur, et c'est la 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, et nous parlons politique, nous parlons sécurité, nous parlons refondation de la nation avec Philippe Ouedraogo, secrétaire chargé du suivi de la plateforme de lutte du Front patriotique. Mais tout d'abord, peut-être juge Vara, quelques questions d'ordre général à notre convoqué du jour. Oui, bon, il y a certains qui vous reprochent d'être revenu sur les rendez-vous manqués avec le président dans votre lettre, dans votre sortie de la dernière fois. Il se disait, bon, vous pouvez vous en faire l'économie. Il y a beaucoup qui demandent, qui ne sont pas reçus. Et puis bon, vous aussi, vous avez l'opportunité au moins de communiquer, lui, parce que bon, vous pesez, donc les gens au moins, ça sonne et on vous entend. Oui, effectivement, merci pour la question. C'est vrai que nous avons évoqué le fait que nous avons déjà demandé une audience, pas qu'à lui d'ailleurs, et que finalement cette audience que nous avons sollicitée n'a pas été accordée jusqu'à présent. Et je pense que c'était quand même bon de le rappeler parce que, comme vous voyez à la fin aussi, nous insistons sur le fait que nous continuons à demander l'audience. Mais nous le faisons d'ailleurs, nous demandons cette audience depuis le temps de l'époque d'Amiba, qui pouvait à juste raison peut-être considérer que le Front patriotique était véritablement monté à son encontre. Mais ce n'est pas le cas du président actuel, avec lequel finalement, comme beaucoup de gens, je ne dirais pas la majorité, puisque je n'ai pas fait d'enquête, nous sympathisants, avec lesquels nous sommes plutôt en concordance. Mais nous souhaitons pouvoir le rencontrer parce que nous avons des choses à dire et nous pensons que c'est bon pour lui et pour le pays qu'il puisse entendre différentes suggestions, quitte finalement bien sûr à faire le tri et à retenir celles qui lui paraissent finalement les meilleures. Vous dites le président et bien d'autres que vous avez tenté de rencontrer, qui n'ont pas forcément répondu favorablement à l'appel. Bien d'autres là, c'est qui? Bien d'autres, c'est aussi donc des responsables de l'État, comme par exemple le Premier ministre. D'accord. Et comment vous l'expliquez? Justement, comment on ne l'explique pas? Mais peut-être même finalement que les requêtes, les demandes ne sont pas parvenues. Donc à cause de ça même, finalement, il était bon de le rappeler. D'accord. C'était donc une petite... Il faudrait finir avec la généralité. C'est donc une petite fenêtre de généralité. Vous le savez, le Front patriotique a adressé le 29 mai dernier une lettre ouverte au président de la transition pour donner sa lecture de la situation nationale, mais aussi pour formuler des propositions en vue de juguler les défis actuels du Burkina. Et le lendemain, 30 mai, le Premier ministre était devant l'Assemblée législative de transition pour décliner son discours sur la situation de la nation. Nous recevons aujourd'hui donc Philippe Ouedraogo, qui est membre du Front patriotique. Il est d'ailleurs le secrétaire chargé du suivi de la plateforme de lutte. Avez-vous trouvé des réponses à certaines de vos préoccupations à l'issue de cet oral du chef du gouvernement burkinabé? Oui, certainement. Pas complètement, bien sûr, mais certainement. Parce qu'il a longuement parlé de la situation sécuritaire que nous évoquons aussi au début. Il a parlé également de la situation des personnes déplacées internes et par conséquent des mesures sociales qui ont été prises à leur endroit, même si il semble contester les données publiées par le CONASUR sur le nombre des PDI et finalement sur ce que ce nombre est devenu aujourd'hui après finalement donc les retours qu'il chiffre avec précision des personnes déplacées qui regagnent leur village. Mais je pense que il y a beaucoup à dire dans ce discours sur la situation nationale parce que ce discours n'est pas seulement la photographie de la situation actuelle, mais plutôt finalement une présentation des perspectives. Donc ça s'apparente à mon avis beaucoup plus
à un discours de politique générale qu'à un discours sur la situation nationale actuelle. Vous pensez que c'est un discours de politique générale bis Chofava? Ouais, mais là, vous voulez dire quoi? Ce qui a manqué, parce que là, on n'est plus dans la perspective, on n'est pas dans la projection, on est dans le bilan des derniers mois que vous avez passé, ce que vous avez implémenté en termes de solutions. Vous trouvez qu'il n'y a pas défendu un bilan? Justement, j'ai dit qu'il n'y a pas que le bilan. D'accord. Il y a le bilan, notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire. Je pense que là, c'est assez détaillé. Mais en ce qui concerne ce qui se passe dans les autres secteurs en particulier, ce sont plutôt des perspectives, des projets, des intentions. Et donc, par conséquent, quelque chose comme la présentation d'une politique à venir. Lesquels secteurs, par exemple, sur lesquels il s'est contenté d'être dans des perspectives? Je pense qu'on peut regarder n'importe quel, tous les secteurs, qu'il s'agisse finalement donc par exemple des infrastructures, des transports, de la santé, qu'il s'agisse aussi finalement de la situation de la politique agricole, des transformations à mettre en œuvre dans l'éducation. Ce sont des perspectives. Ce ne sont pas des choses qui sont établies jusqu'à présent. Mais est-ce que cela aussi ne pourrait pas s'expliquer par le fait qu'on est dans un premier exercice de 6 mois et que les secteurs dont vous parlez, c'est des secteurs pour lesquels les dynamiques ne peuvent être que structurelles. Donc, ce n'est pas des éléments de court ou de moyen terme. C'est exact. Et c'est pour ça finalement qu'on peut discuter de l'opportunité de faire un discours sur la situation nationale 6 mois après la mise en place d'un gouvernement. C'est peut-être un délai un peu trop court pour présenter une situation finalement qui reflète véritablement la réalité. Et effectivement, au bout d'un délai aussi court, on est bien obligé de présenter des perspectives pour parler de tous les secteurs dont s'occupe l'État. Mais c'est vrai, mais ça n'empêche pas finalement qu'on peut quand même faire la critique qu'il y a beaucoup de perspectives, c'est-à-dire finalement de présentation de politique à venir, et que finalement donc la présentation de la situation actuelle, quoi. Alors justement, est-ce que aussi par rapport à cette vision ou à cette lecture que vous avez du discours sur la situation nationale, la situation sécuritaire n'est pas une raison suffisante pour que les autres secteurs finalement souffrent de ce manque de bilan dont vous parlez? Oui, ça peut être une justification. Je pense que, comme tout le monde l'admet, la situation sécuritaire est le problème majeur au niveau du Burkina, et par conséquent, il est normal qu'on y consacre le plus d'énergie, qu'on y pense le plus, et que finalement, donc, ce soit là que l'on porte l'essentiel des efforts d'un gouvernement dans la situation actuelle. Donc, ce que vous dites est tout à fait exact, ça peut expliquer qu'en ce qui concerne les autres secteurs, on soit plutôt dans des projections que dans la présentation d'un bilan. Alors, sur la perspective, peut-être, il y a un volet politique très fort dans le discours du Premier ministre, notamment quand il a parlé de la refondation de la société, qui consistera, selon lui, d'abord à doter le pays d'une constitution qui soit le reflet des aspirations de nos populations. C'est en phase avec cette façon de voir. Oui, certainement, c'est en phase, mais nous pensons finalement que la refondation ou les refondations, c'est plus que ça, quoi. Il y a la Constitution qui va établir le cadre général, conforme effectivement à nos aspirations, comme le souligne le Premier ministre, mais il y a aussi finalement donc à refonder l'État en général, à refonder l'administration, à refonder même finalement donc le code électoral, de façon à ce que, comme nous disons, on responsabilise un peu plus les élus, et qu'ils comprennent finalement qu'ils sont redevables vis-à-vis de la population et qu'ils doivent non seulement rendre compte à la population, mais que celle-ci doit avoir le pouvoir de les déjuger et même de les démettre si finalement donc elle n'est pas satisfaite du travail des élus. Il y a aussi finalement donc une refondation à faire au niveau de l'armée, parce qu'il n'est pas concevable que à tout moment finalement donc l'armée puisse s'ingérer dans la direction politique de l'État et confisquer éventuellement cette direction politique,
Et il faut donc, ça peut bien sûr faire l'objet de dispositions particulières dans la Constitution, mais peut-être qu'il faut aussi, en ce qui concerne donc l'organisation, le fonctionnement de l'armée, ça peut mériter donc que tout ça soit bien revu, de façon à ce que finalement les militaires perdent le goût de l'ingérence et restent finalement donc dans le rôle qui est normalement le leur, quoi. Pensons aussi qu'au niveau de l'administration, il faut refonder l'État, parce que on a vu qu'avec l'administration que nous avons, qui a quand même évolué, si on peut dire, depuis la Révolution, on constate qu'il y a beaucoup de zones sous-administrées. Et ça peut expliquer pourquoi les terroristes ont pu entrer dans le pays, s'installer, avant véritablement qu'on ne perçoive les dangers que cela représente. Donc il faut refonder l'administration, peut-être rendre les administrateurs plus responsables devant la population, devant la situation. Il faut refonder aussi beaucoup d'autres secteurs, comme la justice, comme bien sûr tout ce qui organise la vie de la population et du pays. Alors, nous recevons aujourd'hui pour vous, chers auditeurs de Watt FM, vous qui ne nous donc regardez pas à la télévision, nous recevons Philippe Ouedraogo. Il est secrétaire chargé du suivi de la plateforme de lutte du Front Patriotique pour cette audience donc du vendredi. Geoffroy Vara. Et bon, pour peut-être continuer un peu avec la sortie du Premier ministre, qui est en tout cas comme prévu dans les textes, il y a quand même des éléments qui sont sortis qui étaient un peu attendus. Il a parlé de la question d'une constitution, d'une nouvelle constitution, et il a parlé des COVED, un comité de veille pour le développement là, qui devrait jouer un rôle central en termes de propositions. Vous pensez que c'est un bon schéma? Lorsque, pour certains, bon, il faut plutôt le voir autrement. Oui, nous-mêmes, nous disons en ce qui concerne donc la reprise de la Constitution, qu'il faut créer des commissions de travail composées finalement donc de représentants de milieux et d'organisations représentatives, de façon à bien réfléchir et à sortir finalement un document consensuel, quoi. Alors donc aujourd'hui donc le Premier ministre nous dit que ce sont les COVED qui vont avoir la responsabilité de l'écriture de l'avant-projet de constitution. Nous ne savons pas très bien ce que seront les COVED aujourd'hui, comment ça va être composé, qui va y participer. Nous ne savons pas très bien finalement donc quelle va être la valeur donnée aux projets qui sortiraient de leur travail. Est-ce que les COVED normalement sont en principe établis sur l'ensemble du territoire national? On ne sait pas très bien comment ils vont travailler. Bon, on nous a dit que depuis le 28 avril, on a adopté les décrets et les règlements intérieurs qui vont régir le fonctionnement des COVED. C'est très bon. Mais pour l'instant, ça reste très flou et on peut se demander pourquoi ce choix. Pourquoi ne pas en avoir discuté avec tous ceux qui sont véritablement concernés et intéressés par cette question de la refondation de la Constitution, et au premier rang desquels, finalement, donc, tous ceux qui représentent véritablement des fractions importantes et légitimes de la société. Pourquoi finalement donc les organisations sociales importantes, reconnues et connues, qui sont représentatives finalement donc de ceux qu'elles prétendent organiser, pourquoi les partis politiques, pourquoi les organisations coutumières ou religieuses n'ont pas été concertées finalement dans la définition de la méthode à utiliser pour l'écriture de la Constitution. Ils sont tous intéressés, grandement intéressés, et ils représentent des fractions importantes de la société. Pensons que, en tout cas au niveau de la méthodologie, ça ne va pas très bien.
Oui. C'est vrai, ce que vous mettez le doigt sur un point important, parce que quand on regarde même nos assises qu'on avait eues, il y a des composantes qui ont été identifiées de façon très claire, et les composantes sont celles que vous citiez tout à l'heure, l'armée, les politiques, le religieux, le coutumier, et puis les organisations de la société civile. Oui. Mais quand vous regardez, enlever l'armée, les trois autres, on dirait que l'une des composantes n'est pas très à l'aise avec les politiques. On sait ce qui est en train de se passer. Vous prenez les coutumiers, les religieux, on ne dira pas qu'il y a problème. Mais en tout cas, on regarde, ce n'est pas comme par le passé. Vous regardez les OSC, en tout cas, il y a une bonne partie qui a mal à partir avec le système en place aujourd'hui. Est-ce que c'est pas, je ne veux pas dire manque de confiance, ou bien c'est cet inconfort qu'ils ont peut-être avec vous qui fait que, bon, ils préfèrent aller un peu plus à la base avec des couverts? Peut-être, mais c'est sûr qu'un problème qu'on contourne aujourd'hui, on peut le retrouver demain. Et par conséquent, on n'a pas véritablement résolu le problème. Il vaut mieux peut-être dès maintenant confronter, si on peut dire, les différents points de vue et quitte finalement à trancher. Parce que c'est normal finalement qu'en cas de contradiction, il y ait toujours finalement quelqu'un qui tranche, ou enfin quelqu'un ou un groupe qui tranche. Mais a priori, il faut concerter tous ceux qui sont intéressés. Et les politiques, je dirais, sont parmi les premiers intéressés. Mais il n'y a pas que. Ceux qui représentent finalement donc les religions, qui représentent les coutumiers, eux aussi sont directement intéressés. Les OSC se sont constitués, je parle pour celles qui sont véritablement représentatives, même pas celles qui se créent au jour le jour et qui disparaissent sans qu'on sache finalement où elles sont aussi intéressés. Et il faut les consulter, il faut avoir le courage de discuter avec elles, quitte finalement à décider même parfois contre elles. C'est ces organisations. Je pense que au niveau de la méthode, c'est très discutable. Oui, je vois. Je vais peut-être passer à... Alors peut-être passer à autre chose, toujours dans le discours sur la bonne gouvernance, puisque le Premier ministre a noté, bien entendu, que la société actuelle est gangrénée par l'affairisme, pour ne pas dire la cupidité, depuis la fin de la révolution démocratique et populaire, et vous en étiez avec le président Thomas Sankara. On s'est évertué, dit Apollinaire Joachimson, qui est l'homme de Tambela, on s'est évertué à inoculer dans les esprits que pour avoir de la considération, il faut avoir de l'argent. Fin de citation. Est-ce aussi un diagnostic qui vous parle et qui est en phase avec vous, et quelles sont finalement les propositions du Front patriotique sur la lutte contre la corruption? Bon, effectivement, comme le Premier ministre le dit dans son discours, ils ont engagé la lutte contre la corruption, c'est ce qu'il dit, même si finalement donc il ne donne pas beaucoup d'exemples de cette lutte contre la corruption et surtout de son efficacité. Mais je pense que le discours se termine, puisque c'est la fin de son discours, de façon un peu très moralisante, et il donne, si on peut dire, sa propre vision de la façon dont les affaires de l'État devraient être envisagées, de la façon dont les gens devraient se comporter, tout ça. Je pense que c'est pas très politique. Et qu'un politique, surtout à son niveau, devrait plutôt définir les mesures pratiques qui sont prises de façon à limiter les effets de la corruption. Mais faire une déclamation sur le rôle de la vertu, le mépris de l'argent, tout ça, je pense que c'est pas tout à fait ce qu'on attend d'un Premier ministre quand il présente son discours sur la situation de la nation. Il doit quand même taper du poing sur la table et montrer qu'il y a des comportements déviants, non? Il y en a toujours eu d'abord. Et ce n'est pas en tapant du poing sur la table qu'on résout le problème. Or, il faut résoudre le problème. C'est la tâche d'un gouvernement, et c'est en particulier, finalement, le rôle de coordonnateur du gouvernement que doit être le Premier ministre. Je pense que c'est bien de nous avoir livré, si on peut dire, son sentiment. Mais il faut bien considérer que c'est un sentiment qui est très personnel. Il ne faut pas peut-être nécessairement montrer un tel mépris pour l'argent, la richesse et tout ça. Je pense qu'il faut poser des actes. Et des actes qui empêchent justement que la cupidité l'emporte dans la façon dont les affaires sont montées et dans la façon dont les intérêts du peuple sont pris en compte. Geoffroy Vara? Oui, peut-être sur cette question. Bon, beaucoup, en tout cas pour beaucoup,
quand on regarde avec les régimes successifs qu'on a, il y a quand même la période Sankara qui est une leçon. Une leçon sur, l'exemple qui est donné, et puis 2, la dynamique qui a été enclenchée, qui a fait que le Burkinabé, de façon générale, s'est senti plus à l'aise quand il est vertueux. Mais les régimes se sont succédés depuis Blaise Compaoré, même jusqu'à Roch Kaboré. Vous allez voir tous ces premiers ministres qui sont venus. Ils ont été les chantres de la réduction du train de vie de l'État. Ils ont été les chantres de la lutte contre la corruption. Tout le monde vient dire et répéter la même chose. À la limite, si ce n'est pas des prédicateurs. Moi, je l'ai dit la dernière fois ici, lorsqu'on faisait l'analyse sur la sortie du Premier ministre, j'ai dit, on a quelquefois l'impression de se retrouver dans une église ou même dans un centre religieux où on est en train de faire un prêche sur le comportement à avoir. Alors que pour moi, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Ça, c'est la question centrale. Qu'est-ce qui fait que, le Burkinabé, on dit homme intègre là, ça va de mal en pis. On fait tout, mais ça ne change pas. Moi, je pense que ça veut dire d'abord que la lutte est difficile, que c'est très complexe, parce que ça touche, si on peut dire, au comportement de tous les jours du Burkinabé. Il y en a qui, parce qu'ils ont été privés pendant longtemps des minimums de moyens, lorsqu'ils ont l'occasion, eh bien, ils se servent sans finalement donc penser que parfois les actes qu'ils posent sont des actes qui vont contre l'intérêt général et l'intérêt du pays, quoi. Ça peut être une explication. Deuxièmement, effectivement, comme dit le Premier ministre, on a peut-être chanté à d'autres, à beaucoup de gens qui en sont convaincus ou qui en ont été convaincus, que si on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, on n'est rien. Peut-être, s'ils ont été sensibles à ça. Mais je pense que les exemples, et notamment les exemples quand ils viennent du coup, sont souvent très instructifs. Mais aussi, si on veut empêcher des comportements déviants, il faut aussi sanctionner et prendre les dispositions pour pouvoir sanctionner sans faiblesse chaque fois finalement que les comportements des uns et des autres finalement le méritent, quoi. Je pense qu'il faut définir des mesures de façon à amener tout le monde finalement à adopter finalement donc des comportements vertueux ou en tout cas conformes à l'intérêt général. Mais comme vous savez, la corruption existe partout. Comme vous savez, même dans les pays développés qui ont mis en place une police de façon à protéger les intérêts de l'État et les deniers publics, eh bien, il y a toujours des gens des petits malins qui arrivent à détourner finalement une partie des ressources qui reviennent finalement donc à l'ensemble de la population et au mépris des intérêts de la population. Et par conséquent, ça veut dire qu'au moins c'est très difficile. Mais il faut prendre les mesures qu'il faut tenter et il faut finalement donc faire en sorte que, en tout cas, une fois que quelqu'un a été reconnu coupable, eh bien qu'il soit sanctionné et sévèrement. Ça peut avoir un pouvoir de dissuasion. Évidemment, on a dit souvent que c'est pas parce que la peine de mort existait que ça empêchait les assassinats, les meurtres et tout ça qui conduisait finalement à l'application de la peine de mort. Mais il est certain que quand même c'était un frein visible pour tout le monde pour finalement donc passer à l'acte. Et bien sûr, on peut dire que le fait d'avoir supprimé la peine de mort dans beaucoup de pays, dans le Burkina d'ailleurs, n'empêche pas finalement que des crimes continuent à être commis. Mais en prenant cette décision, en supprimant la peine de mort, c'est sûr qu'on répond aussi à une autre préoccupation qui peut être légitime. Alors, il faut donc actionner fermement l'impunité, semble nous dire, et il faut lutter fermement contre l'impunité, je voulais dire. C'est le propos de notre convoqué du jour, Philippe Ouedraogo, secrétaire chargé du suivi de la plateforme de lutte du Front patriotique, un Front patriotique qui a donc adressé récemment au chef de l'État, au président de la transition, une lettre ouverte. Je vais ajouter quelque chose ce que j'ai dit tout à l'heure. On a dit donc depuis
la révolution, donc le régime de Thomas Sankara, eh bien, apparemment, donc, la corruption, les détournements, finalement, donc, se sont développés, ont peut-être même explosé. C'est vrai, mais donc, ça rappelle en même temps que sous la Révolution, eh bien, des mesures très sévères ont été prises, notamment contre les douaniers. C'était le secteur où ça a été le plus visible, mais pas seulement, contre tous les détourneurs. Mais apparemment, donc, dès qu'on est sorti de la Révolution, dès que finalement on a abordé la période du Front populaire, eh bien, les choses sont allées autrement. Les gens ont voulu peut-être se rattraper de ce qu'ils ont manqué sous la Révolution. Et par conséquent, comme le souligne le juge Va, eh bien, la corruption, les détournements semblent avoir pris une envergure très inquiétante. Mais je pense que ça n'empêche pas qu'un gouvernement soucieux de protéger les intérêts finalement donc du plus grand nombre du peuple, eh bien prenne des mesures pour finalement donc peut-être les plus appropriées. Il faut voir quelles sont les mesures qui sont appropriées, parce que si on rentre parfois dans le détail, ce n'est pas efficace. Donc il faut prendre des mesures pour justement limiter ces déviations-là. Et ça, c'est toujours possible. Mais comme je dis aussi, c'est certainement difficile. Mais ça n'empêche pas finalement donc de commencer, ça n'empêche pas de mettre en place ces mesures-là et de les mettre en œuvre. Et de les mettre en œuvre, nous dit donc notre convoqué du jour, et on parle maintenant de cette lettre ouverte au président de la transition. Oui, une lettre ouverte qui finit toujours par des recommandations, c'est ce qui est intéressant. Et donc, vous dites, la première, c'est poursuivre la mobilisation générale de tout le peuple et instaurer un système de défense populaire. Vous l'avez défendu depuis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on donne le moyen aux populations de façon générale et totale de se défendre. Ça va avec des moyens. Et c'est peu que de le dire. Quand on voit déjà le nombre de VDP qu'on a, qui est en train de grossir, et les efforts qu'on demande aux populations, à chaque fois effort de paix, mais c'était effort de guerre, maintenant dit effort de paix, ça veut dire que c'est pas simple. Donc élargi à tout le monde, ça veut dire que ça sera encore plus difficile. Le Fonds patriotique, justement, en termes d'effort de paix, il a fait quoi? Bon, je pense d'abord que la solution a été d'abord une solution individuelle. Hein. Chacun a contribué de son côté. Ça, c'est vrai pour les individus membres du Front patriotique. Mais ensuite, les organisations membres, eh bien, donc, ont été invitées, finalement, comme toutes celles finalement, qui ont été appelées au niveau national, à contribuer à l'effort de guerre. Il y en a qui ont participé. Vous savez que nous avons une trentaine de membres, au départ. Nous avions une trentaine de membres. Et que dans cette trentaine de membres, il y avait des partis politiques, et surtout, finalement, les OSC. Et sous ces OSC, si elles sont véritablement représentatives, on peut faire quelque chose, à la mesure, finalement, bien sûr, de leur capacité. En tout cas, on appelait, finalement, leurs membres à participer, finalement, à l'effort de guerre qu'on appelle maintenant effort de paix. Bon, donc voilà ce que le Front patriotique a pu faire, pas tellement en tant que Front patriotique, mais finalement en tant que en fait, individuellement, par regroupement, voilà. Mais pas le Front patriotique. Le Front patriotique, lui, n'a pas encore fait d'effort de paix. Ouais. D'accord. Il n'a pas de moyens. Deuxième proposition, je pense que là-dessus vous êtes revenu déjà un peu, la mise en place de groupes de travail pour réfléchir aux propositions de réforme. Ça, vous l'aviez développé tout à l'heure lorsqu'on parlait des couverts, par exemple, qui devraient être le soubassement pour les propositions concernant la Constitution. Maintenant, vous parlez de convoquer dans les plus brefs délais de nouvelles assises nationales inclusives avec la participation des forces sociales légitimes et représentatives pour une transition inclusive et plus consensuelle. Les autres assises n'étaient pas inclusives? Je demande votre opinion.
Je pense que... C'est moi qui pose la question. C'est mon opinion, je l'ai déjà partagé ici. Je crois que c'est certain. Non seulement elle n'était pas inclusive, en ce sens finalement que ceux qui ont pu être désignés comme représentants de telle ou telle force vive n'étaient pas forcément les plus représentatives de ces forces vives, premièrement. Et puis deuxièmement, quand on se rappelle le climat dans lequel les discussions de ces assises se sont tenues, eh bien on peut douter finalement que les gens qui y étaient puissent s'exprimer de façon libre et sincère. Vous saviez qu'il y avait une espèce de pression qui s'organisait ouvertement à l'extérieur et qui a fortement influencé les travaux dans tel ou tel sens, obligeant d'ailleurs finalement les assises à modifier leur ordre du jour, etc., et à discuter finalement le point de la désignation du président de transition avant finalement tous les autres points, alors que quand même c'était plutôt la résultante, ça devait être plutôt la résultante des discussions qui organisaient finalement donc la transition. Donc nous pensons que maintenant que les choses ont évolué, eh bien on peut peut-être véritablement demander aux organisations représentatives, aux organisations qui représentent l'ensemble de la société, malgré les divergences qui existent actuellement, que tout le monde connaît entre les différentes organisations, eh bien de s'asseoir et de parler librement et sincèrement, si on peut dire pour chacun, en tenant compte finalement de l'intérêt général à défendre et surtout finalement de ce que va devenir demain le Burkina Faso. Pensons qu'il faut des assises où les gens puissent parler librement, où les gens puissent s'exprimer finalement, et dire le fond de leur pensée, quitte finalement à ce que quelque chose comme une médiation, etc., contribue, si on peut dire, à sortir une résultante qui convienne, qui soit acceptable, qui soit consensuelle, c'est-à-dire finalement que personne ne rejette, quoi. Mais certains vous diront que à ces assises-là, les composantes étaient représentées à l'intérieur. Il y avait les partis politiques, les organisations de la société civile, les représentants des religieux coutumiers et tout. Ils vous diront ça. Les OSCI y étaient. Parce que très souvent aussi au Burkina, c'est celui qui est dehors qui dit c'est pas fort, c'était pas inclusif. Yeah. Parce que l'inclusion, c'est quand lui il est là. Et certains vous diront ça. C'est quoi, c'est second round que vous voulez, ou bien, et puis qu'est-ce qu'on met dedans jusqu'à la désignation aussi de celui qui va gérer la transition. Qu'est-ce que vous... Parce que si jamais on met en place les commissions de travail qui ont été évoquées avant, elles vont produire des documents, des projets. Il faut bien les soumettre finalement à des gens qui représentent l'ensemble du peuple. D'où l'intérêt de ces assises. Et ces assises donc, vont permettre à tout le monde de se prononcer sur ce qui va définir demain la structure de l'État et les différentes composantes finalement donc de ce qui va définir le fonctionnement futur de l'État. D'où l'intérêt de ces assises nationales. Mais il faut véritablement que ces assises puissent se tenir librement pour que demain les documents qui vont définir la structure finalement de l'État ne soient pas remis en cause. Parce que ces documents auront fait l'objet d'un consensus général. À partir du moment où ça a fait l'objet d'un consensus général, c'est un peu comme pour la Constitution. Je pense que chacun comprend la nécessité finalement de les respecter. Vous pensez que c'est possible? Ça peut avoir une oreille attentive aujourd'hui? Enfin, on fait des propositions, les plus justes possibles. Maintenant, elles ne passent pas forcément. D'accord. Oui, disons que sur ce volet donc des réformes, il y a tout le processus électoral aussi, dont les partis politiques parlent souvent, mais sur lequel on ne voit pas se dessiner l'agenda ou des discussions en vue de ces élections. Que répondez-vous finalement à ceux qui pensent aussi que ce n'est pas le moment de parler d'élections au regard de la situation sécuritaire? On ne parle pas d'élections, on parle de réformer le code électoral. Même si les élections vont avoir lieu dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il faut qu'entre-temps, les conditions dans lesquelles les élections vont se dérouler, les conditions dans lesquelles les gens seront autorisés à se présenter à telle ou telle élection, soient bien définies
est connu de tout le monde. Donc voilà pourquoi on parle finalement donc de réforme du code électoral. Oui. Là-dessus, on a aussi une impression, c'est qu'il y a beaucoup, quand vous écoutez les émissions interactives, même ce matin encore, j'écoutais le mot à dire quand je venais, il y a beaucoup qui ont l'impression que lorsqu'on dit qu'on va parler de comment est-ce que les élections, quelle réforme il faut pour avoir des élections qui ne nous donnent pas des résultats, qui nous mettent encore dans des instabilités, c'est comme si on disait la transition doit finir demain. On a l'impression que c'est un peu le problème aujourd'hui, comme si réfléchir sur le processus, c'est dire que la transition là, on est contre la transition. Et bon, ça devient quelquefois difficile même pédagogiquement à poser le débat ou à faire quoi que ce soit. Et ça, c'est un petit commentaire que je fais. Alors que les mêmes qui disent que c'est les élections mal faites et les présidents mal élus qui nous mettent dans ces conditions-là ne veulent justement pas qu'on discute du process. Est-ce que c'est quand on aura 90 ou 100%, je ne sais pas, qu'on viendra dire bon, à partir de maintenant, on va commencer à discuter de cela. C'est pas de la prospective. Merci pour la réflexion, mais nous ne disons pas qu'il faut même faire les élections maintenant. Nous pensons que même la période finalement la plus pertinente pour les élections, ça mérite d'être discuté. C'est ça. Il y en a qui disent il y a les conditions de sécurité qui sont fondamentales. Et il y en a qui disent il faut finalement redéfinir les conditions dans lesquelles les élections peuvent avoir lieu. Et en particulier finalement quelles sont les conditions à remplir pour être candidat et à telle ou telle élection. Il y en a qui disent aussi il faut faire en sorte que l'argent ne soit plus aussi décisif dans l'élection. Donc tout ça quand même mérite d'être discuté, fouillé, de façon à aboutir à des réformes dont on peut penser qu'elles sont plus conformes aux préoccupations du peuple, quoi. Et il y a d'autres aussi qui pensent que d'un président élu, c'est pas des minutes qu'on met un peu pour 5 ans. Il faudrait pouvoir s'en défaire si à un moment donné ça pose problème. Exactement. C'est ce que nous disons. Donc il faut reparler du système. Oui, ce que nous disons, il faut responsabiliser tous ces élus-là, de façon à ce que je sache que non seulement ils sont redevables au peuple, ils doivent lui rendre compte, mais également que le peuple doit être capable, doit avoir les moyens de les démettre si véritablement donc ils ne font pas son affaire. Alors, Philippe Ouédraogo est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Il est membre du Front patriotique, secrétaire chargé du suivi de la plateforme de la lutte. J'ai dit Bernard Bougma qui n'est pas là aujourd'hui. Je vais faire Bernard, qu'on salue au passage d'ailleurs. Et il y a la question des libertés, sur lesquelles vous êtes longuement étendu aussi dans votre sortie. Je pense que c'est l'un des premiers éléments aussi que vous ressortez d'ailleurs. Vous partez des constats sur la période, en tout cas récente, qui ne vous rassurent pas sur certaines dynamiques. Vous dites même certaines décisions, même vous parlez même je pense que vous évoquez la gendarmerie, non? Et vous dites, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui font que, on n'a pas une lecture claire de motivation et qu'il y a comme une volonté de restreindre des libertés. Pourquoi? En fait, quand nous parlons de la question des libertés, ce que nous disons, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises et qui font penser plutôt à l'arbitraire. Nous parlons de ceux qui ont été envoyés comme VDP malgré eux, dans des conditions très discutables. Nous parlons de ceux qui sont interpellés, soit par la gendarmerie, soit par la police, qui sont gardés quelques jours ou quelques semaines, mais sans qu'on sache très bien finalement de quoi il s'agit. C'est après finalement que on apprend que c'est parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir participé à tel ou tel délit, etc. Nous pensons que on peut faire les choses plus clairement. Si actuellement, par exemple, il y a plusieurs journalistes qu'on a envoyés à la MACO, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, ce sont eux ou bien leurs avocats qui expliquent que le motif invoqué c'est celui-ci ou celui-là. Pourquoi ne pas le dire clairement dès le début? Ce n'est pas
parce que finalement, on en veut à la liberté de tel ou tel que telle décision a été prise, mais c'est par raison finalement de tel ou tel soupçon qui pèse sur lui est motivé par tel ou tel acte. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que les choses soient clairement définies comme ça. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens aussi qui sont victimes de dénonciations calomnieuses, comme on dit, et qui par conséquent se retrouvent dans ces situations-là. Alors que, d'après ce que j'ai compris, j'ai lu dans différents articles là, eh bien, ils n'ont pas droit aux avocats dès le début. Maintenant, il semble qu'effectivement, ils ont droit à leurs avocats au bout d'un moment, mais ce n'était pas le cas au départ. Donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut peut-être faire attention, parce que si ce sont des dénonciations qui sont faites par ces éléments qui veulent se prévaloir de leur soutien inconditionnel au président de la transition ou à la transition pour dénoncer telle ou telle personne, telle ou telle personnalité, tel ou tel journal, tel ou tel journaliste, il faut être très prudent. Il faut finalement peut-être que ces interpellations soient motivées et justifiées. C'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'éléments. C'est comme dit le Premier ministre. Il attend des dénonciations éventuellement dans le cadre de la lutte contre la corruption, mais il faut que les dénonciations soient quand même étayées par des éléments suffisants, probants, assez probants, pour mériter finalement donc de passer devant un juge. De la même façon aussi, des accusations de ce type-là, il faut que ce soit étayé par des éléments suffisamment probants pour justifier finalement une privation de liberté telle qu'on la voit. Donc c'est ce que nous disons. Et nous disons le président ne doit pas se fier seulement à ce que disent ses prétendus soutiens inconditionnels, mais qu'il doit aussi finalement veiller à ce que ceux-ci aussi soient passibles éventuellement donc des sanctions de la loi. Et si jamais ils ont abusé finalement donc de leur position pour finalement envoyer ou supprimer la liberté de tel ou tel. Il faut qu'eux aussi soient sanctionnés. Et il faut qu'ils le sachent. Parce qu'on peut soutenir dans des conditions acceptables, mais on ne peut pas soutenir en faisant n'importe quoi. Sans compter que, d'après ce que je vois, il semble bien que beaucoup d'activistes ou d'activistes des réseaux sociaux notamment, eh bien, font partie d'officines qui leur donnent des instructions auxquelles ils obéissent. Qui donne des instructions? Les officines, on dit. Oui, les officines auxquelles qui donnent des instructions. Je vous renvoie finalement donc à la lecture de certains articles de presse que moi j'ai vus et qui dit que voilà, il y a des officines, ça peut être des partis politiques, ça peut être autre chose, qui regroupent les activistes et qui leur donnent des informations vraies ou fausses en leur demandant finalement de les diffuser. Et ces gens, donc, c'est sûr qu'ils ne le font pas gratuitement. Et donc le font, et sans même savoir exactement à quoi ils s'exposent et quelle est la gravité de ce qu'ils disent. Donc, je crois que le journal concluait qu'il faut aussi, en même temps qu'on lutte contre les réseaux sociaux qui disent n'importe quoi, il faut aussi finalement sanctionner ces officines. Qu'apparemment on connaît. C'est la dernière ligne droite donc, de cette audience, c'est donc la dernière préoccupation, Geoffroy Avara. Bon, c'était toujours dans la même idée, mais quand on regarde aussi, c'est qu'il y a aussi des soutiens en fait, on va dire du pouvoir, qui ont aussi été inquiétés. Il y a celui qui avait menacé en son temps Newton Ahmed Bahri, qui aujourd'hui aussi a maille à partir. Burkina Rempart. Non, pas Burkina Rempart. Il y avait l'autre qui l'avait ouvertement menacé. Oui, c'est ça. Un peu avant, je pense que récemment, il y a une autre affaire qui l'a rattrapé parce qu'il bénéficiait d'un sursis dans l'affaire de Newton Ahmed Bahri. Mais là, lui aussi, il a été... Pour dire que, bon, c'est pas forcément dans un seul camp. Et puis, il y a aussi la réalité de ce que vous évoquez, par exemple, on parle des complots et autres. Je pense que même dans l'interview du président Ibrahim Traoré, il a dit il y a toujours une difficulté quelquefois à apporter des preuves et c'est jamais simple. Et là, c'est la justice qui fait son travail, c'est pas forcément lui, étant entendu qu'on se dit qu'on est en séparation de pouvoir. Ou bien vous pensez que la justice, elle est instrumentalisée? Ah non, j'ai pas dit ça. Ah, j'ai pas dit que vous l'avez dit, j'ai dit est-ce que vous pensez? Ma question elle est claire, parce que vous parliez d'Ibrahim Traoré. Voilà. Non, ce que j'ai dit, c'est que
une autorité politique en particulier peut être abusée, hein. Peut éventuellement décider ou se prononcer un peu trop hâtivement, ou parce que simplement il y a une certaine confiance portée à telle ou telle personne finalement qui avance des choses, quoi. Alors on dit il faut se méfier. Il faut se méfier et peut-être finalement donc laisser la justice éventuellement faire son travail vis-à-vis finalement de gens qui comme ça portent des accusations contre les autres et qui parfois finalement accusations qui sont parfois tout à fait injustifiées. Et ce que nous disons, c'est que bon, il y a évidemment ceux qui prétendent être des soutiens inconditionnels du pouvoir, mais également il peut y avoir des gens qui n'en sont pas et qui peut-être effectivement aussi rentrent dans ce même jeu. Et ce que nous souhaitons, c'est que le président donne carte blanche à la justice pour faire son travail éventuellement dans les cas de dénonciation, de faux témoignages, etc. Ce que nous disons. Donc, qu'il faut se méfier de ces gens. On n'a pas dit qu'il faut peut-être les repousser systématiquement, mais il faut se méfier de ces gens qui posent des actes qui, en fin de compte, désunissent le peuple. Parce que quand vous classez les gens en patriotes et en non-patriotes, quand vous classez les gens partisans ou non partisans de la transition, tout ça, vous les caractérisez de façon à ce que finalement ils soient plus ou moins exclus, si on peut dire, de la majorité ou du peuple. Et ça, c'est dangereux. Au moment où on veut justement faire en sorte que le vivre ensemble soit finalement la règle générale, quoi. Et pour construire le vivre ensemble, la baïonnette de la lutte contre la corruption et aussi contre l'impunité doit rester ferme pour promouvoir la construction d'une république de valeurs. Bon anniversaire et bonne fête à la gendarmerie nationale qui souffle aujourd'hui son 84e bougie, si je ne m'abuse. Et si s'achève cette audience du tribunal de l'actualité sur le regard du Front patriotique au sujet de la situation sociopolitique et sécuritaire du Burkina et à la feuille de route qu'il propose pour en sortir, avec à la barre des convoqués Philippe Ouedraogo, secrétaire général du suivi de la plateforme de lutte du Front patriotique. Merci, Monsieur Ouedraogo, d'avoir honoré notre convocation. Merci, Monsieur le Président. Merci, juge Geoffroy Varin. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Emezundi à la télévision et par Alphonse Déduit à la radio, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truth TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage et courage à toutes nos forces combattantes et prenons soin les uns des autres en gardant à l'esprit que je voudrais n'a jamais rien fait, j'essayerai à faire de grandes choses, mais je veux à faire des miracles. Le tribunal de l'actualité revient la semaine prochaine, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.